Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Lundi 27 juin 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Les partis PPD, Guili Djambo et MSD viennent d'adresser une correspondance au président en exercice de l'EAC pour lui demander de revoir sa stratégie en mettant en avant le dialogue entre toutes les parties prenantes au conflit latent en RDC. Pour le MSD, la solution ne viendra pas des forces militaires priorisées par cette communauté. Le président du conseil communal d'Oguitelani, accusé de faux et usage de faux par les membres de son comité, ces derniers font savoir qu'il a apposé sa signature à leur place pour valider la destitution de l'ancien administrateur. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la mesure interdisant l'abattage des vaches, chèvres et moutons en mairie de Bujumbura qui n'a pas été mise en application. Comme annoncé, voilà pour le sommaire. Bien bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page droits de l'homme où 3 travailleurs de l'hôpital Roi-Raled passent leur première nuit au cachot des bureaux de la police judiciaire de Djavé en mairie de Bujumbura. Il s'agit d'Alice Ndouimana, ancienne présidente du Fonds des travailleurs, et son adjoint Richard Yamoulémier, ainsi qu'Augustin Daïsenga, chef du personnel du CHUK. Ils ont tous été arrêtés l'avant-midi de ce lundi par des agents du service des renseignements. Les informations fournies par certains travailleurs de cet hôpital indiquent que tous les 3 sont accusés d'avoir refusé de remettre le sceau et les autres matériels du dit fonds, mais aussi d'avoir refusé la remise des reprises avec les nouveaux organes. Les mêmes sources font savoir que ces employés du centre hospitalo-universitaire de Kamenge avaient d'abord comparu au bureau numéro 22 de la même police judiciaire. Et en page politique, le Burundi ne recouvrera jamais la paix et la stabilité sans la participation de tous les acteurs politiques concernés. Propos d'Alexis Nduhidje, président du mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD en sigle. C'est après que ce parti, en collaboration avec le parti PPD Guili Djambo, ont adressé ce 20 juin une correspondance au président en exercice de l'EAC, en même temps numéro 1 Kenyan Uhuru Kenyatta, laquelle correspondance l'invite à promouvoir l'approche politique dans la résolution des problèmes d'insécurité qui prévaut en République démocratique du Congo. Suivez plutôt Alexis Nduhidje, il est le président du parti MSD. Le parti PPD Guili Djambo et le MSD avons écrit au président kenyan Uhuru Kenyatta en sa qualité du président en exercice de l'EAC, et aussi parce que il a pris l'initiative d'essayer de trouver des solutions sur la crise qui perdure au Congo. C'est dans cette logique que nous avons décidé de lui écrire pour essayer en fait de soulever que les solutions étatiques, oui, sont importantes, mais en même temps, il faut que les États acceptent de prendre en considération des propositions des acteurs non étatiques. Pour le cas du Burundi, c'est les partis politiques et la société civile. Et donc, nous sollicitons la volonté du président kenyan pour convaincre le gouvernement burundais de s'asseoir autour d'une table de négociation avec son opposition politique et aussi son opposition armée pour trouver la solution de la crise qui perdure aussi au Burundi, qui part de la confiscation par la force du pouvoir par le CNDD-FDD. L'insécurité au sud de Kivu est liée aux problèmes politiques qui se développent au Burundi aujourd'hui. Donc si vous vous rappelez très bien, en 2005, quand nous avons eu des élections libres, transparentes, qui ont porté le CNDD-FDD au pouvoir, il y a eu la paix au Congo. Le Congo a eu la paix pendant 10 ans. Donc la guerre dans le sud Kivu a repris à partir de 2016 pratiquement, après la crise du 3e mandat au Burundi. Et aussi, il faut le savoir, le gouvernement burundais
burundais arme, équipe et aussi finance différents groupes armés congolais, notamment les groupes armés Banyamulenge et aussi d'autres groupes Bafurero ou Babembe sont aussi armés par le gouvernement burundais. Donc si il y a une paix négociée au Burundi, il est bien clair que le Sud Kivu sera aussi stable. Nous espérons que le président kenyan va tenir compte de notre proposition, d'autant plus que le Kenya était présent lors de la signature des accords d'Arusha qui ont donné la paix au Burundi pendant toute une décennie. Et nous, ce que nous proposons, c'est de négocier avec le gouvernement burundais un système électoral libre, transparent et juste. Le président Mandela a négocié avec le président de Klerk de l'époque un système électoral libre et transparent. Il y a eu aussi le format angolais qui avait été discuté entre Dos Santos et Savimbi à l'époque. Ce sont des formats qui peuvent ramener la paix. C'est des négociations entre les partis en conflit pour résoudre un problème électoral. Quant aux accusations portées par le pouvoir de Gitega à son égard et selon lesquelles il téléguiderait le mouvement Red Tabara, Alexis Sinduhije indique qu'il ne serait pas contre tout moyen susceptible d'éjecter le CNDD-FDD du pouvoir. Et Alexis Sinduhije de souligner que l'approche militaire envisagée par la région ne pourra pas apporter une solution au problème d'insécurité en République démocratique du Congo. Encore une fois, Alexis Sinduhije. Le gouvernement burundais m'accuse de tout et de rien, donc voilà, et c'est de bonne guerre d'ailleurs. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que moi je suis pas contre Red Tabara, et si Red Tabara mettait en déroute l'armée burundaise demain du CNDD-FDD, il faut pas que les gens comptent sur moi que je vais pleurer, hein. Je vais sauter de joie de toute façon. Donc voilà, je ne suis pas vraiment lié au Red Tabara, sauf que ils se battent pour la dignité du peuple burundais, et nous, politiquement, nous résistons pour la dignité de tout le peuple burundais. Et puis, autre chose, ce n'est pas les armées qui manquent au Congo. Il y a beaucoup d'armées au Congo, il y a beaucoup de militaires. L'armée burundaise est au Congo, même maintenant, elle est au Congo. Et donc, je ne pense pas que le fait qu'il y ait une armée régionale, que cela va changer grand-chose au Congo. Le Congo vient de faire 20 ans en guerre. Toutes les armées de la sous-région enjambent les frontières congolaises comme elles le veulent. Ça n'a jamais ramené la paix. Ce n'est pas cette armée régionale qui va y entrer, qui va ramener la paix. Je n'y crois pas. Et en parlant sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes tuées au cours de la semaine écoulée dans 2 provinces du pays. Parmi ces victimes, l'une a été fusillée par un policier. Plus de détails avec Marie-Ange Ilakoze. 2 des personnes assassinées au cours de la semaine écoulée sont de la province Cibitoke. L'une d'entre elles n'a pas été identifiée. Son corps a été découvert au chef-lieu de la province Cibitoke jeudi dernier. Selon nos sources à Cibitoke, le corps de la victime était plein de sang et portait des marques qui laissent croire qu'elle a été tuée à coups de couteau. Les mêmes sources font savoir que les auteurs de ce crime ont d'abord dépouillé la victime de tous ses biens avant de l'assassiner. L'autre personne tuée à Cibitoke était originaire de la commune Emugui. Son corps a aussi été découvert le même jeudi dans un site d'extraction des minéraux situé sur la colline Gisaba de la zone Buhindo. Selon nos sources, la victime a été vue pour la dernière fois la veille soir dans un bistrot de la place. Les administratifs en province de Cibitoke indiquent que les enquêtes sont en cours pour trouver les responsables de ces 2 crimes. La 3e victime portée à la connaissance de la RPA est un chauffeur de taxi en mairie de Bujumbura. André Sibomana, de son nom, a été fusillé à bout portant mercredi dernier par un policier du nom de Mukono alors qu'il faisait la queue en attendant d'être servi en carburant. Nos sources font savoir que ce policier, assurait la sécurité d'une microfinance dénommée Rogue Family, a d'abord giflé la victime avant de lui tirer dessus. Parlons à présent gouvernance, où l'une des caractéristiques du parti CNDD-FDD est la surexploitation et l'oppression du peuple. Ce sont du moins les propos de Frédéric Bamvoulignouvillah, tenant compte du projet de loi budgétaire de l'État, exercice 2022-2023, qui prévoit la surtaxation des services de base de la population. Cet ancien vice-président de la République indique que le parti au pouvoir n'est pas inquiété d'enregistrer un déficit budgétaire, d'autant plus qu'il protège et s'associe avec les principaux décideurs dans le détournement de fonds publics. Suivez plutôt Frédéric Bamvoulignouvillah.
on constate que les services de base vont être surtaxés, alors que justement la population a besoin d'alléger mieux, mais elle va continuer à être surexploitée par ce gouvernement. C'est devenu une habitude parce que quelque part, l'État a pris juste l'habitude d'exploiter la population qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas dire oui. Alors maintenant, le budget de l'État toujours déficitaire, mais tout en augmentant des dépenses. C'est une contradiction. Tu ne peux pas dire je prévois un déficit, mais au même moment, j'augmente les dépenses. Comment augmenter les dépenses quand tu n'as pas de ressources? C'est bizarre, hein? C'est bizarre parce que quelque part on n'a pas d'explication. Donc ça devient un budget irréaliste qui ne tient pas compte de la réalité du terrain. Et évidemment, la conséquence de tout ça, c'est de chercher à vivre au-dessus de ses moyens. Bien entendu, c'est devenu une habitude des élites de l'État qui, à un moment donné, si vous analysez la vie de chacun, il va, par exemple, toucher 500 000 francs et constater qu'il loge dans une maison de 2 milliards, qu'il roule dans une V8. Et on peut se poser la question, d'où provient tout cet argent-là? Là, il n'y a pas de zone d'ombre. Ça veut dire que la personne triche avec l'État. Ça veut dire que c'est un bandit en cravate. Et si on devrait aujourd'hui chercher ces bandits en cravate, ils seraient au nombre de combien? Je ne peux pas le dire, mais apparemment, ils seraient très nombreux. Donc, ça devient un problème très crucial parce que cet État, au bout du compte, c'est devenu une petite organisation de quelques personnes. On l'appelle budget de l'État, mais en réalité, c'est un budget de quelques individus. Quelqu'un disait, voilà, montre-moi ton budget, je te dirai ta politique. Et aujourd'hui, quand on analyse ce budget de l'État, quelle est la politique du gouvernement? C'est très clair, le gouvernement n'a pas de ressources garanties sur facture, donc ce gouvernement doit imaginer des ressources fictives ou possibles et forcées pour qu'ils puissent au moins vivre, pour que ces gens-là, au-dessus des autres, puissent continuer à être heureux. Voilà la politique de notre gouvernement. Il n'y aura rien, mais ce sont les mêmes qui vont continuer à bénéficier de ces moyens de l'État. Par rapport aux secteurs qui sont dotés de budgets consistants soi-disant pour des fins des infrastructures publiques, Frédéric Bandrignon-Villa dit qu'il s'agit plutôt des secteurs dans lesquels s'opèrent des détournements à outrance de grosses sommes d'argent par les hautes autorités. Encore une fois, Frédéric Bandrignon-Villa. La construction et la réfection des infrastructures de l'État qui augmente de 505 milliards de francs, évidemment, comme tout le monde le constate, c'est un domaine de corruption. Je me souviens de beaucoup de maisons qui ont été abandonnées comme ça. Je me souviens des budgets qui ont été attribués à la construction des maisons, mais des maisons dont les constructions n'ont jamais démarré. Je vois ces histoires de le barrage d'Ompanda, c'est demande de la construction des barrages, mais voyez ce qui s'est passé et où le président de la République vient s'attaquer aux gens qui étaient à la base de tout ça, mais peut-être que après les amis sont venus lui dire, mais monsieur le président, attention, lorsque ce barrage se construisait, tu étais où? Et l'argent qui vient de la manière, une partie doit aller où? Au parti. Tu étais où? Au parti. Et tout ça sont des questions que l'on peut se poser, mais lorsque un petit conseiller du gouverneur est attrapé avec 15 litres d'essence, il est menacé comme les animaux malades de la peste, l'on disait, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est un domaine de corruption parce que c'est incontrôlé. Et je crois que c'est une façon de prévoir qu'ils devront absolument continuer à chipper de l'argent à gauche à droite pour continuer à mener la même vie, continuer à vivre au-dessus de leurs moyens. Comme individu, et ça veut dire comme agent de l'État. Gouvernance toujours, certains membres du conseil communal d'Ogitelani dénoncent les irrégularités qui ont émaillé la destitution de leur ancien administrateur. Ces derniers accusent même le président du conseil communal de faux et usage de faux, vu qu'il a osé signer à leur place sur le procès-verbal qu'il a par après déposé auprès de la CENI. Plus de détails avec Onésime Dushimagitse. Nous avons constaté qu'ils ont envoyé au président de la CENI un procès-verbal frauduleux en ce qui concerne la destitution de l'ancien administrateur communal. La voix est celle d'un membre du conseil de la commune de Giterani, en province de Moyinga. Il fait savoir qu'ils ont été surpris d'apprendre que le dit conseil a transmis au président de la commission électorale nationale indépendante CENI un procès-verbal frauduleux concernant la destitution de l'administrateur Janvier Dagijimana. Il précise qu'ils ne savent pas quand et comment ce procès a été rédigé et que les signatures qui ont été apposées sur ce document ne sont pas leurs et sont plutôt de fausses signatures. Ils indiquent que la destitution de l'administrateur Janvier Dagijimana a été émaillée de plusieurs irrégularités, dont les principaux responsables sont l'actuel administrateur de la commune de Giterani,
le président du conseil communal Audace Niyonzima et le gouverneur de la province de Muyinga. Ce procès verbal aurait été fait par l'actuel administrateur de la commune Giteranyi, le président du conseil communal et le gouverneur de la commune Muyinga. On ne sait pas en quoi il a été reproché. Sa destitution n'a pas du tout suivi les normes. Même les signatures qui ont été apposées sur le procès verbal ne sont pas les nôtres. Ce sont des fausses signatures. Selon certains membres du conseil communal, ce faux document aurait été rédigé après que le président de la CENI, Pierre-Claver Kazihise, ait adressé une correspondance au président du conseil de la commune Giteranyi le 18 avril 2022 pour lui informer qu'il a reçu le dossier du nouvel administrateur issu des élections du conseil communal, mais qu'il manque des documents, à savoir un procès verbal de la réunion de vote de défiance contre l'ancien administrateur communal Janvier Dagijimana fait par le conseil communal de Giteranyi, ainsi que l'acte portant suspension de l'ancien administrateur communal de Giteranyi émanant du ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions. Certains membres du conseil communal de Giteranyi demandent au président de la CENI, Pierre-Claver Kazihise, d'enquêter sur les irrégularités évoquées concernant le procès verbal qui lui a été transmis par le conseil communal. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le président du conseil communal de Giteranyi, Audace Niyonzima, pour de plus amples éclaircissements sur ce dossier. Merci à toi Onésime Douchima Guidze. Une courte pause et nous parlons société. RPA. Les habitants de la zone Kanyosha, commune Muha, en mairie de Bujumbura, viennent de passer presque un mois dans le délestage du courant électrique. Comme conséquence, les cas de vol ont beaucoup augmenté, sans parler des pertes qu'enregistrent les personnes exerçant des activités nécessitant le courant électrique. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Les coupures de courant électrique sont devenues monnaie courante en zone Kanyosha, surtout depuis le début de ce mois. Selon notre source, les habitants de cette zone ne sont alimentés que pendant un laps de temps. Le délestage commence à 9h du matin et le courant revient vers 17h. Et à 23h, le courant repart pour revenir à 6h du matin. Selon les habitants de la place, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui vivent de petits métiers nécessitant le courant électrique, sans parler d'autres personnes qui se voient obligées de jeter leurs marchandises endommagées faute de courant. Il y a d'importantes pertes, surtout pour ceux qui ont des cafétérias. Le lait est tout le temps frélaté. Les autres qui souffrent de ce délestage sont les soudeurs, les coiffeurs et ceux qui vivent du recharge des téléphones mobiles. Tout ce monde passe la journée à ne rien faire à cause de ces coupures d'électricité. De plus, révèlent nos sources, les vols se sont beaucoup intensifiés car les voleurs profitent de l'obscurité pour s'introduire dans les ménages et commettre des forfaits. D'où les habitants de la zone Kanyosha demandent à la régie des eaux de tout faire pour que leur zone soit de nouveau alimentée en électricité. Merci à toi Emmanuel Niyongeko. La direction de l'abattoir de Bujumbura a interdit depuis ce dimanche l'abattage des vaches, des moutons et des chèvres. Mais malgré cette interdiction, le constat est que certains bouchers n'ont pas respecté cette mesure. Plus de détails avec Éloge Divin, Rémiche. Dans son communiqué sorti vendredi, le 25 juin, la direction de l'abattoir de Bujumbura a indiqué que, sur demande de la Direction générale de la santé animale, l'abattoir suspend depuis ce dimanche l'abattage des vaches, chèvres et moutons. Ce lundi, ces bétails n'ont pas été abattus, nous ont indiqué nos sources. En zone Kamenge de la commune Nahangwa, une source nous a fait savoir que les viandes n'étaient pas disponibles dans des boucheries et que ces dernières étaient fermées. Toutefois, selon la même source, au marché situé dans cette zone, il y a un boucher qui avait étalé de la viande dans son stand. Nombreux s'interrogeaient sur l'origine de ces viandes et pourquoi il n'a pas été empêché de continuer la vente. Une autre source a affirmé d'ailleurs que 3 bouchers vendaient de la viande dans leur stand ce dimanche, mais que des clients hésitaient à s'en procurer. Côté Kinama, c'est toujours dans la même commune de Nahangwa. Notre source a indiqué qu'elle n'a pas vu de viande au marché et nous a pourtant dit que ce dimanche, elle a vu des saucissons qui étaient vendus. Toujours dans la commune Nahangwa,
fois en zone Ngagara. Notre source fait savoir que la population est au courant de la suspension des activités de l'abattoir, mais elle affirme que les viandes sont vendues en cachette. Et cette source est d'ajouter que personne ne sait pas d'où provient ces viandes. Elle affirme également avoir constaté que ces ventes se font dans d'autres localités comme la zone Buyenzi. À Nyakabiga, c'est dans la commune Mukaza, les viandes n'étaient pas vendues, mais notre source dit qu'elle a vu dans un restaurant où des viandes communément appelées obutumbutumbu mélangées à des bananes avaient été préparées. Là aussi, personne n'ose dire la provenance de ces viandes. Pour rappel, la fièvre de la vallée du Rift, la maladie des bovins, a été détectée au Burundi au mois d'avril de cette année. Elle apparaissait pour la première fois au Burundi. Des mesures interdisant l'abattage des vaches, chèvres et moutons ont été mises en place dans différentes localités du pays. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre confrère éloge divin Rémicha que nous mettons fin au journal en français de ce lundi 27 juin 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.